Ceci est un clip d'un podcast plus long que vous pouvez retrouver en intégralité dans la playlist podcast sur la chaîne The Flares ou alors directement en cliquant sur le lien dans la description. Du coup, par rapport à l'agriculture cellulaire, alors déjà, je ne sais pas si tout le monde qui nous écoute sache ce que c'est, l'agriculture cellulaire. Donc déjà, si tu pouvais en quelques mots définir ce que c'est, et aussi parler de cette association et quel est le projet? Est-ce que tu travailles en collaboration avec des laboratoires en France? Est-ce qu'il y a déjà des entreprises qui sont positionnées pour vendre dans le futur des solutions de viande de la carniculture en fait? Alors, l'agriculture cellulaire, la première fois qu'on a vraiment entendu parler en Occident, c'était avec Mark Post en 2013. Donc, Mark Post, c'est un chercheur à l'université de Maastricht. Et en 2013, il est passé à la télé, à la BBC, puisqu'il a montré en live une dégustation d'un burger qui n'était pas issu d'une vache abattue, mais qui était issu de la culture de cellules. Euh, donc, c'est le fameux burger à 250 000 euros. Donc, 250 000 euros, c'était son coût de production en 2013. Et il se trouve que là, on est 7 ans plus tard. Aujourd'hui, selon Mark Post, le même chercheur, son burger coûte 9 euros à produire aujourd'hui. Donc, donc on, avec ces coûts de production qui ont beaucoup diminué, là, on est plus sur la production d'un seul burger, mais en fait, l'agriculture cellulaire, c'est une technique, c'est une technique qui montre la capacité à produire toutes sortes de produits d'origine animale. Évidemment, le burger, c'était une preuve de concept, comme on appelle ça, mais on peut produire non seulement de la chair, que ce soit du bœuf, du porc, du poisson, mais on peut également produire du lait, par exemple, du lait, du fromage, et même on peut cultiver des œufs grâce à la branche qu'on appelle l'agriculture acellulaire. Et donc, ça offre une perspective incroyable qui est de produire les produits qu'on connaît, tous les produits animaux auxquels on est habitué, mais sans que cela implique l'élevage ni l'abattage. Et alors, non seulement ça ouvre la voie à un changement radical de l'approche qu'on a vis-à-vis des animaux, mais, mais ça offre une perspective également intéressante, compte tenu des ressources qui sont consommées par l'agriculture, enfin, par l'agriculture conventionnelle. En fait, les études prédictives montrent qu'aujourd'hui, l'agriculture cellulaire permettrait de consommer jusqu'à 96% moins d'eau dans le processus de création de la viande, par exemple. Et, euh, et pareil pour l'utilisation des terres, on en utiliserait vraiment, les ordres de grandeur sont impressionnants, on utiliserait beaucoup moins de terre. Et, et sur un certain nombre de, de, de problématiques, qu'elles soient d'ordre de santé, de souffrance animale et qu'elles soient environnementales, on observe qu'aujourd'hui, l'agriculture cellulaire présente des avantages. Alors, évidemment, on n'est qu'au début, donc il s'agit d'être prudent, d'accorder l'importance aux études qui sont publiées sur le sujet. C'est pour ça qu'il ne faut pas rejeter d'un trait par exemple, les alternatives végétales. Je pense que l'agriculture cellulaire s'inscrit avant tout dans un ensemble de réponses à la problématique qu'est l'élevage industriel, aux problématiques que pose l'élevage industriel aujourd'hui. Alors, pour, pour, euh, pour préciser aujourd'hui ce qui se fait, alors en France, il y a une entreprise qui s'appelle Gourmet et qui vise à produire du foie gras, du foie gras cultivé. De mémoire, sachant qu'ils sont en lancement, ils ne pourront pas produire, lancer sur le marché un produit avant 4 ans. Parce que il faut d'abord qu'ils passent par toutes les étapes de développement du produit, mais aussi parce que le produit doit être accepté par la Commission européenne. Euh, En revanche, pour donner une image un peu plus fidèle de l'état de l'agriculture cellulaire dans le monde, aujourd'hui, les premiers nuggets
de poulets cultivés sont sur le point d'être commercialisés aux États-Unis. Donc l'entreprise qui fait ça s'appelle Just, mais il y a également une entreprise qui s'appelle Perfect Day et qui a qui a lancé une glace dont le lait a été cultivé en laboratoire et donc cette glace a été commercialisée aux États-Unis. Donc l'agriculture cellulaire, c'est maintenant. Alors bien sûr, puisque c'est né aux États-Unis, ils ont un train d'avance, mais c'est une technique qui peut être utilisée en Europe, qui commence à être utilisée en Europe, que ce soit à Maastricht, puisque Mark Post était un des pionniers aussi à Amsterdam. Euh, désormais, désormais au Royaume-Uni, il y a aussi des entreprises qui sont en train d'être lancées en Allemagne. Et ce qui est intéressant, c'est que les acteurs européens de, de l'industrie de la viande commencent à s'y intéresser également. On observe par exemple que, je crois que c'est l'entreprise Bellfood en Suisse qui a investi dans une entreprise de viande cultivée. Je crois que c'était Mozambique, celle de Mark Post. Et de manière générale, comme aux États-Unis d'ailleurs, un bon nombre d'industriels de la viande s'y intéressent. Et donc ça pourrait être intéressant dans la mesure où il est difficile de penser que la viande cultivée a vraiment ses chances si elle n'obtient pas le soutien des acteurs en place. En regardant un petit peu l'évolution du secteur, on peut être optimiste par rapport au déploiement de ce genre de solution. Mais quels sont les obstacles, à ton avis? Je vois déjà qu'il y a des lobbies, forcément, de l'agriculture intensive, l'élevage. Donc, aux États-Unis, notamment, il y a des propositions de loi pour interdire d'utiliser le mot viande pour des produits qui ne sont pas issus d'un animal qui a vécu, en fait. C'est-à-dire que même un hamburger végétal ne pourrait pas être appelé viande. Donc on voit qu'ils essaient de combattre l'évolution de ces technologies et de ces nouveaux produits. Est-ce qu'il y a d'autres obstacles selon toi? Alors, justement, avant, tu me demandais à quoi sert Agriculture Cellulaire France. Sa mission, c'est de faire fleurir l'agriculture cellulaire. Et dans ce contexte, identifier les obstacles et travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs qui pourraient être intéressés pour lever ces obstacles et faire en sorte que de, demain, on ait des façons de produire des aliments qui n'alimentent pas de grands problèmes globaux. Euh, Aujourd'hui, l'agriculture cellulaire, elle fait face à plusieurs obstacles. Déjà, le premier d'ordre, euh, disons que produire, produire de la nourriture avec de l'innovation technologique, ça se fait beaucoup, que ce soit dans la production de la bière ou dans le yaourt. Euh, mais puisque c'est fait, c'est fait justement dans des grandes usines et dans des bioréacteurs. En revanche, quand c'est de la viande, ça peut faire peur et ça peut générer du dégoût. Il y a la recherche sur la viande cultivée a pu montrer dans le passé que il y a un certain nombre de personnes qui ont peur du fait que ce n'est pas naturel. Donc on revient sur ce qui est souvent mis en avant dans la communauté rationaliste, c'est ce qu'on appelle le biais naturaliste, selon lequel quelque chose qui est naturel est quelque chose enfin, est préférable à quelque chose qui ne l'est pas. Or, et ça, cette réaction, on l'observe assez souvent. Le fait que ce soit pas naturel, le fait que ça serait dangereux, du fait que ça n'est pas naturel. Donc il y a des réactions un peu réflexes qui, oui, qui émergent lorsqu'on évoque la question de cultiver des produits en laboratoire. D'ailleurs, même ce mot laboratoire a tendance à être repoussant. Alors, c'est pour ça que moi, je n'utilise plus généralement. Et la raison principale est que la viande cultivée ne sera pas produite en laboratoire. En fait, c'est des preuves de concept qui ont été produites en laboratoire.
mais demain, la viande cultivée sera produite dans des bioréacteurs, dans une usine, et pas par des personnes en blouse blanche dans des laboratoires, à proprement parler. Mais il y a cette image un peu repoussante que parfois on la surnomme Frankenmeat, l'idée que ce serait une viande proposée comme Frankenstein. Mais donc voilà, il y a on va dire que le premier obstacle, c'est la perception du consommateur liée au fait que ce soit quelque chose de pas naturel, de pas assez connu. Euh, il y a, ensuite, évidemment, en France, on est dans un contexte bien particulier où les acteurs de l'élevage sont proches du pouvoir, et, la composition même de l'Assemblée nationale euh, fait qu'il est difficile d'avoir une bonne réception de ce genre de l'innovation auprès du politique. Alors, on peut être optimiste et on peut essayer de faire des choses tout de même, mais de fait, euh, la France est un pays qui est beaucoup plus, qui a beaucoup plus de liens avec ses agriculteurs que d'autres pays. Et donc la réception auprès des agriculteurs et indirectement auprès du politique est aussi une question aussi importante. Alors, bon, moi, je pense que les travailleurs de la viande, c'est une vraie problématique. Et dans ce contexte, que les personnes qui réfléchissent à faire progresser l'agriculture cellulaire doivent prendre en compte les acteurs en place, que ce soit des industriels qui pourraient s'adapter, ou que ce soit justement les agriculteurs eux-mêmes, pour qui, a priori, il est plus difficile d'envisager leur place dans le paysage où la viande cultivée prendrait beaucoup d'importance. Mais je pense qu'il faut les inclure, qu'il y a une véritable réflexion, euh, en l'occurrence sociale, sociologique, à avoir. Et ça me ferait vraiment plaisir si, et je pense que c'est fondamental, qu'il y ait de la recherche, notamment sur les implications sociales du développement de la viande cultivée, justement pour anticiper tous les impacts que ça pourrait avoir et élever éventuellement certains obstacles. Donc ça, c'est ces deux obstacles majeurs. Évidemment, il y a des obstacles d'ordre technique sur lesquels je peux passer rapidement, mais par exemple, moi, la question qui m'intéresse beaucoup, c'est est-ce qu'on est capable de produire la viande cultivée à grande échelle, et, euh, et quand est-ce qu'on pourrait le faire? Et pour le moment, alors, même s'il y a des premières usines qui annonce pouvoir, je crois que c'est 1 million de tonnes par an qui a été annoncé par l'entreprise Blue Nalu. On reste, et encore, je suis même pas sûr, c'est peut-être 1 million de kilos, mais on est peut-être sur on reste quand même sur des quantités qui sont infimes par rapport aux tonnes de viande qui sont produites chaque année. Et dans ce contexte, lever les barrières techniques à la production à grande échelle de viande cultivée, ça reste encore incertain. La recherche sur le sujet montre des pistes, nous fait voir qu'avec un certain type de bioréacteur, et en travaillant encore sur les facteurs de croissance de la viande cultivée, on pourrait rapidement faire des percées, mais la recherche reste bien insuffisante. Et de nombre d'entreprises qui y travaillent aussi. Donc, même si pour le coup, je suis plutôt optimiste, mais raison gardée, avant tout. Ouais, ça me semble raisonnable en tout cas comme approche. C'est vrai qu'on a une liste d'obstacles assez importante et j'ajouterais aussi peut-être la diversité de ce qui peut être créé parce que jusqu'à présent, il est beaucoup plus facile de faire un hamburger, un nugget, du foie gras, de la viande en fait qui n'a pas de forme, qui n'est pas attachée à une structure musculaire ou nerveuse. Par contre, faire des côtes, de la côtelette ou je sais pas, moi, une cuisse de poulet, quelque chose, ça risque de peut-être poser plus de problèmes. Et c'est une des raisons pour laquelle peut-être il y aura toujours des gens pour préférer la viande traditionnelle, puisque si on n'arrive pas à faire des viandes à cultiver qui soient aussi variées, ça risque de poser problème. Mais je pense aussi il y a une question assez intéressante qui peut se poser. Si on admet dans un futur à moyen terme que la viande cultivée a surmonté les obstacles, qu'elle est devenue mainstream,
jusqu'où on va aller? Est-ce qu'on va voir arriver sur le marché des viandes vachement exotiques, cultivées, c'est-à-dire du kangourou, de l'éléphant, la girafe? Est-ce qu'il y a vraiment des arguments éthiques pour ne pas le faire? On pourrait même imaginer, là, c'est limite quand même, dégueulasse, mais de la viande cultivée d'êtres humains. Est-ce qu'on appelle ça Ouais. du cannibalisme ou pas? Donc là, on entre dans des territoires sombres, hein, enfin, on dirait plutôt disons, des territoires un petit peu limites en termes éthiques. Mais justement, c'est intéressant de voir où sont les limites qu'on peut s'autoriser. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Alors, disons que, ouais, aujourd'hui, c'est avant tout l'agriculture cellulaire, euh, enfin, vraiment sur son avantage comparatif majeur, c'est de répondre justement aux limites environnementales et éthiques et même en termes de santé de l'élevage. Et pour moi, c'est sa vocation première. Après, euh, c'est vrai que si ça crée un marché et que il y a une demande de produits de produits exotiques ou alors qu'une offre de produits exotiques se crée. euh, alors je pense que sur les animaux exotiques, je vois pas trop de contre-arguments majeurs. Enfin, du ouais. On, bon, de fait, dans le produit, il y a pas de souffrance, même indirecte. Euh, En revanche, euh, on peut, en fait, la question de la limite éthique pourrait se poser euh, sur la question de finalement si on, si on, en fait, en Occident, on n'a pas l'habitude de manger des animaux exotiques. Et donc, si on se met par exemple, manger du kangourou parce qu'il est cultivé, est-ce que ça va fondamentalement euh, revisiter notre rapport au kangourou? Est-ce que ça va nous inciter à manger des véritables kangourous? Ça pourrait être une limite éthique, mais, mais on pourrait se dire pareil avec la viande cultivée et la vache. Alors, on pourrait se dire que si on maintient un produit qui s'appelle viande, entre guillemets, on entérinerait le fait qu'il est acceptable de manger de l'animal, euh, même si là, c'est pas de l'animal qui a vécu, mais entre guillemets, c'est un morceau d'animal qui a été cultivé en laboratoire. Euh, et donc, ça pourrait entretenir l'idée sur laquelle les animaux seraient quand même euh, aurait pour fonction de nous nourrir, quoi. Alors, c'est une remarque qui est acceptable, que je peux entendre. Euh, Après, sur l'humain, alors là, je pense que ça touche trop euh, à des sensibilités pour oui. Enfin, j'ai l'impression qu'une personne qui cultiverait ça, enfin, la réception serait identique à celle qui a été faite de l'utilisation de CRISPR-Cas9 pour, je crois, tu dois le savoir mieux que moi, mais je crois que c'était sur des jumelles qui étaient atteintes du sida, ou enfin, qui étaient porteuses du VIH. Et la technique CRISPR-Cas9 a été utilisée, je crois, pour qu'elles naissent justement sans ce VIH. Je sais plus exactement, mais en tout cas, ça a été jugé comme de la manipulation génétique inacceptable éthiquement. Et j'ai entendu récemment que le chercheur chinois qui est à l'origine de ça va faire 3 ans de prison. Euh, Nul doute que si demain quelqu'un dit bon ben j'ai cultivé de la viande à partir de cellules humaines et donc vous pouvez manger de l'humain cultivé, je pense que la réaction sera de cet ordre et que vraiment aucune entreprise n'a intérêt à faire ça et qu'il n'y aurait pas beaucoup de clients. Euh, Après, si on regarde vraiment le paysage de la viande cultivée, aujourd'hui, c'est principalement des gens qui sont motivés par le fait d'avoir un impact, justement euh, pour répondre aux problématiques associées à l'élevage. Et dans ce contexte, aujourd'hui, j'ai vraiment, enfin, j'ai pas de raison de croire qu'il y a vraiment quelqu'un qui voudrait se lancer là-dessus, quoi.
Ouais, non, mais c'est clair que il y a pas beaucoup de raisons, en tout cas marketing déjà, enfin pas marketing mais économique, parce qu'on se doute quand même qu'il y a une grande partie de la population qui n'accepterait pas de voir arriver ce genre de viande, et enfin, c'est facile d'envisager des limites, des lois, des réglementations vis-à-vis de ça, quoi.